Did you see that? You see how they fought for each other, this little army of two? Where were they going? So full of hope? There is no hope! Not for them, not for you, certainly not for me. The day I acquire Bullet Farm, these two destroy it. I had Gastown, and I had Bullet Farm. With that, I could have crippled the Citadel. Ruled the Wasteland. The Wasteland would have been a far better place for all of us. No! You two break my heart. You break my heart. And it's not fair. You make me the Dark Dementors. The Dark Dementors cannot afford to be soft. It's the price I paid to be your leader. It's the price we all pay to survive in the Wasteland. We cannot be soft. There must be retribution. Justice and retribution. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 17, épisode 18. Mes chères auditrices et auditeurs, ensemble cette année, nous avons prouvé qu'impossible n'était pas français. Nous avons continué de bâtir une émission de progrès, de lutter contre le changement climatique en faisant moins d'émissions, en continuant ainsi de nous battre pour notre présent et notre avenir. Nous avons eu aussi, comme promis il y a un an, des moments de grande fierté. D'abord, nous avons organisé au printemps notre anniversaire, nos 15 ans sur les ondes. Aussitôt, entrés dans l'histoire, entrés dans nos mémoires, dans nos cœurs, qui ont fait vibrer un pays uni, de béton à Saint-Renan, de Nancy à Belfast, et ont montré une émission pleine d'audace, de panache, follement libre. Une émission qui rayonne avec ses soucis techniques, ses émotions, sa générosité, un Stade Rennais Football Club qu'on aurait aimé pouvoir magnifier. Demain, nous allons devoir savoir garder le meilleur de ce que nous avons été durant cette année 2024, unis, déterminés, solidaires, et face à chacune des grandes épreuves, face à ce que temps et temps disaient impossible, nous avons réussi parce que nous avons été ensemble, unis, déterminés et solidaires. Nous l'avons aussi été face aux épreuves et aux drames de 2024. Les films de merde, la crise que traversent encore aujourd'hui nos exploitants de cinéma que nous continuerons de protéger et de soutenir, les tensions dans plusieurs de nos territoires et le ralentissement économique mondial. Nous sommes aussi confrontés à l'instabilité de la disponibilité du personnel. Elle n'est pas propre à notre émission, mais cela nous inquiète légitimement. Je dois bien reconnaître ce soir que le salariat a apporté pour le moment davantage de division du temps de présence que de solutions pour les auditeurs. Mais la lucidité et l'humilité commandent de reconnaître qu'à cette heure, nos décisions ont produit plus d'instabilité que de sérénité, et j'en prends toute ma part. Le cinéma actuel ne représente pas néanmoins le pays dans sa diversité et donc aussi dans ses divisions. Il est pleinement illégitime et dans cette configuration pas inédite mais démocratique, il doit savoir dégager des majorités de spectateurs et notre émission doit pouvoir tenir un chemin de compromis pour critiquer. Je souhaite que l'année qui s'ouvre soit celle du ressaisissement collectif, qu'elle permette la stabilité, les bons compromis pour prendre les bonnes décisions au service des cinéphiles. Car nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre. L'année 2025 doit être une année d'action, une année utile pour vous et pour vous permettre de regarder mieux. Nous pouvons rendre la vie meilleure en nous mettant d'accord sur quelques sujets simples. Faciliter la vie de tous ceux qui travaillent dur et n'ont pas le temps d'aller au cinéma. Améliorer la filmologie au quotidien. Juger plus vite les œuvres et permettre à chaque famille d'avoir accès à la meilleure connexion par la fibre pour les sites de streaming et de téléchargement. À nous de le faire donc. L'année 2025 doit aussi être une année d'unité, de responsabilité pour bâtir un cinéma plus fort, plus indépendant face au dérèglement du monde. Les cinémas d'Inde ou d'Amérique du Sud ne sont pas des cinématographies lointaines et nous concernent directement. Nous devons en tenir compte. En 2025, la France devra continuer d'investir pour son réarmement cinématographique, pour garantir notre souveraineté, la protection de nos intérêts et la cinéphilie de nos compatriotes. Nous devons lucidement voir que le monde avance plus vite et bouscule nombre de nos certitudes.
ce que nous tenions pour acquis ne l'est plus. Pour que nos enfants vivent mieux que nous, il faut aussi que s'inventent en France et en Europe les cinéastes et les producteurs qui façonneront le monde de demain, notre avenir, notre regard. L'intelligence, la révolution du médium, ou bien de l'énergie, pour ne citer que quelques-uns de ces chantiers. Les cinéphiles doivent en finir avec la naïveté, dire non aux lois du commerce faites par d'autres et que nous sommes les seuls à encore respecter. Dire non à tout ce qui nous fait dépendre des autres, sans contrepartie et sans préparer notre avenir. A l'inverse, il nous faut le réveil cinéphilique, réveil filmologique, intellectuel, technologique, industriel, réveil sémiologique, ontologique et anarchique. Il faut pour cela aller plus vite, prendre nos décisions plus rapidement, plus fortement en cinéphile, simplifier nos règles pour nos auditeurs comme nos partenaires de l'édition vidéo. Cela suppose une émission qui continue d'être attractive, qui travaille et innove plus, qui continue à ne pas créer des emplois et qui assure sa croissance en tenant ses finances qui n'existent pas. J'y veillerai. Depuis 16 ans, nous avons réussi à résister aux pires crises, tout en augmentant le chômage, tout en ne réindustrialisant pas et en n'attirant pas plus les inventions du monde entier. À nous donc, collectivement, de faire, car 2025 imposera l'audace et le sens des décisions. Mes chers cinéphiles, les grandes émissions sont celles qui, dans les moments de crise, de doute, savent voir loin, se détacher des polémiques du quotidien pour bâtir l'avenir et prendre un temps d'avance. Nous y sommes. C'est pourquoi, en 2025, nous tiendrons le cap. Oui, l'espérance, la prospérité et la paix du quart de siècle qui vient dépendent de nos choix aujourd'hui. C'est pour cela qu'en 2025, nous continuerons de décider et je vous demanderai aussi de trancher certains de ces sujets déterminants. Car chacun d'entre vous aura un rôle à jouer. Chacun d'entre vous sera nécessaire pour réussir ce projet que je viens rapidement de brosser devant vous. C'est pour cela que je nous souhaite pour 2025 d'être unis, déterminés et fraternels. Très belle, très heureuse année 2025 à vous et à vos proches. Vive En attendant Godard, vive le cinéma. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Donc vous l'aurez peut-être compris via cette petite improvisation que je viens de faire devant vous. Au dévoté, voilà, avec les mots des grands hommes. Donc il sera ce soir question du palmarès de l'année 2024 qui s'est donc achevé il y a quelques semaines et l'année 2025, on peut le dire, a déjà commencé sur les chapeaux de roue avec notamment aujourd'hui, ce 7 janvier, la mort du vieux connard, du tortionnaire Jean-Marie Le Pen à l'âge beaucoup trop tardif de 96 ans, mais ne boudons pas notre plaisir. Et pour faire une petite citation cinéphilique, nous allons pouvoir dire tous ensemble The Witch is dead, The Witch is dead, The Witch is dead. Ding dong, The Witch Exactement. is dead. Donc voilà... Le tortionnaire est mort, nous espérons que ces nombreuses victimes peuvent enfin reposer en paix. Mais donc bref, on attend le biopic républicain. Exactement. Donc top parade avec Gilles Lelouch. Top parade de l'année 2024, messieurs. Et donc évidemment, je suis accompagné de la fine fleur de la critique du Grand Ouest. À ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à toutes et à tous. Qui a des beaux cheveux courts. Il a enfin rejoint la coalition des cheveux longs et donc ça va bien emmerder le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Le dernier des Mohicans des queues de cheval, mon cher. Oui, je me déplume lentement mais sûrement, mais je tiens bon la barre. Mais comme il est plus grand que tout le monde, personne ne peut le savoir. Non, personne ne voit ma calvitie naissante. Voilà. Alors que, à contrario, lui, elle se voit bien comme le nez au milieu du visage. C'est donc le docteur Massuet. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Thomas, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être avec nous pour faire le top parade de cette année, puisque Jean-Baptiste, cette année, tu as vu plein de films. Incroyable, c'est la première fois depuis des années que je vois autant de films. C'est parce que tu es en vacances, c'est parce que tu es en congé de travail. Oui, exactement, voilà. Nous n'allons pas revenir sur les exploits universitaires de Jean-Baptiste, jeune chercheur le plus prometteur de France, voilà, qui maintenant déborde d'argent pour faire ses recherches sur les petits Mickey, sur c'est pas le virtuel, les jeux vidéo, enfin des trucs, c'est pas sérieux. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, on est bien d'accord. Mais bon, bref. Surtout qu'il fait les trois quarts avec ChatGPT. Évidemment, puisqu'il travaille sur le virtuel. Voilà. Les IA, tout ça. Ouais, exactement. Ça. Il profite de son avancée technologique par rapport au virtuel pour bluffer son monde. Voilà. Exactement. Et donc à la mise en son de cette émission, il y a Margot. Bonsoir Margot. Donc voilà, comme je disais, top parade de l'émission de l'année 2024. Le docteur Erwan et moi avons la semaine dernière passé plusieurs heures chez nos meilleurs ennemis du cinéma est mort pour faire aussi top parade éthylique pour certains de l'année 2024. Pour tout le monde, il n'y avait personne qui n'a pas bu. Non, ça va, on n'est pas sorti sous quand même. Non, exactement. Personne ne s'est endormi. Y a pas eu trop... Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Il n'y a pas eu trop d'horreur de dites. Mais donc voilà, les 4h30 d'émission, hein, si jamais vous avez un trajet à faire, je sais pas, un Paris-Brest par exemple, sont disponibles sur le site. Ou des insomnies, si vous avez besoin de vous endormir. Des insomnies, oui. Écoutez nos voix veloutées vous raconter des belles histoires. Exactement. Ah, t'appelles ça velouté, toi les voix
voix veloutée. Ouais. C'est les voix à la Macha. Quoi, à la Macha, ouais, salut, c'est Macha. C'est- Donc voilà, bref, et donc nous allons revenir nous un petit peu. J'ai reçu plusieurs listes des membres de cette émission, donc les 4 présents autour de cette table, mais aussi les 2 Simon et notre ancien grand timonier Air Force One Flockley, donc ils nous ont envoyé un peu leur top parade, qui seront toutes disponibles in extenso sur la page du podcast de l'émission pour voir un petit peu le mauvais goût de chacun. Et donc nous allons pouvoir en profiter pour faire un petit peu un tour de table et revenir notamment sur quelques films que nous n'avons pas traités cette année durant l'émission pour des raisons diverses et variées, comme par exemple des films qui sortent l'été, des films qui ont l'idée saugrenue de sortir quand nous ne faisons pas d'émission, ce qui nous empêche d'en parler, comme par exemple La Grosse Merde, qui revient dans tous les flops de l'année, qui est le film de Jacques Audiard, Emilia Pérez, qui a cartonné, qui a tout bouffé apparemment au Golden Globe. Donc ça veut dire que c'est bon signe pour lui pour les Oscars, ce qui est quand même assez lamentable. Alors que c'est un film qui a fait l'unanimité contre lui. Ce qui n'arrive pas souvent, mais ça fait disons, plaisir. heureusement qu'on n'est pas dans les comités de sélection, quoi. Oui. Heureusement, ils nous appellent pas pour nous demander notre avis, parce qu'on aurait dit, bah non, mais c'est la merde. C'est nul, on gagnerait rien. Alors que les films qu'on aime, du coup, ne marchent pas. Comme donc, évidemment, le film qui revient dans toutes les listes, c'est le film de George Miller, Furiosa, Mad Max Saga, qui quand même a fait un effet de Peut-être qu'on se trompe. Peut-être qu'on se trompe Complètement, en fait. Peut-être que nous ne sommes pas dans la marge de l'histoire, Erwan. Je pense qu'on marche dans l'histoire, mais à reculons. Exactement. Alors, ce qui n'est pas pratique. On va faire un petit tour. On va commencer par Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste, comme je le disais, tu as vu plein de films cette année, et notamment plein de films que tu as aimés. Donc évidemment, tu nous as fait une chronique ici sur le film de Robert Zemeckis, hier, où tu avais dit que c'était un chef-d'œuvre, c'est le meilleur film de l'année. Donc JB ne s'est pas parjuré. C'est bien ton top 1 de l'année. Donc, et c'est un très bon film. Un film de Zemeckis. Mais mon cher Jean-Baptiste, je pourrais quand même vous dire que votre top est plutôt trusté par des films d'Amérique du Nord, que ce soit des films canadiens ou des films américains. C'est vrai. Et parce qu'effectivement, c'est surtout ces films-là que j'ai vus. Il y a un film français. Oui. Nids Island. Oui, tout à fait. Ouais. Exact. Sur lequel nous allons revenir. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a ce trusting, effectivement, mais bon, je l'assume un petit peu, hein, c'est clairement ma cinéphilie. Il y avait quand même le City of Darkness. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que j'ai pas forcément été vraiment voir ailleurs. En regardant un peu vos listes, ça m'a donné plein d'idées aussi pour aller creuser des choses. Mais effectivement, j'ai vu plus de films que d'ordinaire cette année 2024, mais pas non plus un nombre extraordinaire. Oui. J'ai vu plus que d'habitude. Et j'ai sélectionné. C'est pour ça que j'ai pas été voir, par exemple, Emilia Pérez, parce que je savais très bien ce que j'allais voir. Mais c'est pour ça, de toute façon, quand on dit que c'est nos top de l'année, c'est nos films préférés. De toute façon, ce sont dans les films qu'on a vus et on ne peut pas tout voir. Il y a quand même énormément de films qui sortent et plein de films qui ne nous intéressent pas non plus. Et puis plein de bonnes choses qu'on a loupées. Oui. Enfin, moi que j'ai loupé. Oui, pareil. D'ailleurs, assez peu de documentaires, et le seul documentaire que je cite, c'est Nids Island, qui est pour le coup le film français de la sélection de mon top, et qui est un film hyper intéressant justement parce que c'est un documentaire qui ressemble pas vraiment à un documentaire pour des raisons liées au régime d'image. Nids Island, c'est un film qui est sorti... c'est en mars, je crois. Oui, c'est ça, au début du printemps, qu'en fait, un film qui se passe dans un jeu vidéo. C'est ça, le jeu Daisy, en fait. Voilà, qui est un monde ouvert. C'est ça, c'est un jeu multijoueur, en fait, en ligne, massivement multijoueur, qui se passe dans un univers post-apocalyptique infesté de zombies. Et le jeu repose à la fois sur des questions de ressources et de lutte contre d'autres humains, puisque évidemment le problème c'est qu'il y a des communautés qui vont se créer dans le jeu, et l'un des buts possibles du jeu, c'est évidemment d'aller investir des communautés des autres pour récupérer des ressources, etc. Donc tu peux pas faire vraiment confiance aux uns et aux autres. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est voir comment des communautés peuvent se créer là-dedans. D'autant que c'est un jeu qui se joue avec casque et micro, ce qui donc permet de parler directement avec les gens que tu rencontres. Tout à fait. Et le principe du documentaire, en fait, c'est de faire un vrai documentaire, de plonger dans ce monde-là pendant des centaines d'heures, et justement de voir comment est-ce que fonctionnent les communautés, comment est-ce qu'elles ne fonctionnent pas parfois, et rencontrer des gens, et en fait découvrir le réel derrière ce monde virtuel, parce que du coup tu apprends à connaître les gens. En plus, à un moment donné dans le film, c'est le premier confinement, donc évidemment les gens sont beaucoup plus présents, et ils sont à fond dessus, et c'est comment en fait se créer des communautés virtuelles, et quel est le rapport qu'ils entretiennent avec le réel. Est-ce que finalement... Tout ça sans sortir du jeu, j'imagine. Sans jamais sortir du jeu. Il n'y a pas d'intervenants extérieurs qui viennent, des sociologues ou des machins qui viennent. Où il y a des événements assez terribles qui se passent, des choses qui se révèlent parce que les gens du coup parlent de leur vie réelle, de leur rapport avec le jeu, leur rapport avec leurs enfants. Il y a même à un moment donné dans le film un personnage qui se suicide et tout le monde est traumatisé. C'est parce que c'est genre juste le perso virtuel qui se tire une balle, quoi. Et après il dit plus rien, il se barre. Et ça fonctionne. Ça calme tout le monde. Et ça fonctionne vraiment avec des principes de mise en scène du film documentaire. En fait, c'est l'idée que comme il y a
a 3 réalisateurs, c'est des réalisateurs qui sont présents à l'intérieur du jeu, dont un qui est cadreur concrètement et qui a le rôle de cadreur, c'est-à-dire qu'il est à l'intérieur du jeu, ses acolytes vont lui dire bah voilà, place-toi ici par rapport à tel personnage, et les personnages acceptent en fait, d'être filmés. Ils viennent les voir en disant bah on fait un documentaire sur c'est vachement intéressant. Avec les mecs qui sont cannibales qui font on s'en bat. Oui, la séquence d'ouverture est assez drôle pour le coup, et à la fois un peu gênante aussi parce qu'on se dit ça s'ouvre comme ça, et évidemment ça peint une certaine forme, une vision qu'on peut avoir des joueurs de ce type de jeu. Un imaginaire du jeu en ligne. Voilà, exactement, qui vont complètement déconstruire par la suite en allant, là pour le coup, rencontrer des gens hyper intéressants et touchants. Moi, je joue pas du tout aux jeux en ligne, parce que c'est pas du tout mon truc. Mais par contre, je sais que moi, j'ai pas mal d'étudiants, notamment, qui sont pas mal là-dessus, quoi, et moi, ils me parlent... comment dire, il y a une espèce de violence en fait, notamment dans les communautés. Enfin, il y a des choses très violentes en fait qui se passent. J'imagine qu'il y a aussi des belles choses qui se passent, mais effectivement, il y a une espèce de reflet de la vie réelle et de la violence de la vie réelle qui se rejoue en virtuel. Enfin, c'est assez passionnant. Parce que l'univers est quand même très anxiogène. Il y a aussi ce rapport au monde réel qui passe la fin du monde. Quoi. Voilà. Oui, c'est un univers Walking Dead-esque, c'est-à-dire que la vraie menace, c'est pas les zombies, c'est les humains. Quoi. Donc c'est pas joyeux. Et c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu stressant par moment dans le film. Mais un peu mélancolique aussi, parce que la mise en scène. La fin est très mélancolique. Il y a vraiment des beaux personnages là. Vraiment, il y a des belles choses. Ça traîne un peu en longueur par moment, mais je trouve que la proposition est tellement forte quand même qu'il faut souligner. Il y a notamment un personnage qui est un personnage de genre redneck qui adore les westerns. Où au début, tu le vois un peu comme un genre de gros blaireau, a priori, qui est un peu comme ça dans la vraie vie, avec des flingues et puis un chapeau de cow-boy, qui évolue en fait au fur et à mesure de l'histoire, parce que du coup, c'est tourné sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Il découvre, quoi, j'imagine, en tant que personne. Faut qu'il se révèle. Et au-delà de sa persona. Ce que j'aime beaucoup, c'est la manière dont on pense le documentaire ici. C'est-à-dire que ce qui documente, c'est pas uniquement l'image photographique, donc la trace photographique de la réalité, c'est aussi ce qui peut passer par les imaginaires, par la voix, par la personnalisation d'un personnage dans un jeu, etc. Donc de passer par un régime d'image totalement différent pour documenter autrement le réel. C'est marrant parce que même si c'était pas le même lien, mais je me souviens d'un documentaire moi, que j'avais vu, que j'avais bien aimé il y a genre 2 ans, qui s'appelait Il n'y aura plus de nuit. C'était un documentaire qui était uniquement composé qui est sorti l'année dernière, je crois. Qui était uniquement composé d'images de surveillance de guerre en fait, d'images verdâtres, enfin voilà, d'images nocturnes en fait, de vision nocturne de guerre. Et donc c'était que ça en fait, c'est-à-dire que tout le monde n'était vu qu'à travers des filtres verts. Et donc il y avait aussi une espèce de questionnement autour de comment est-ce qu'on fait un documentaire quand on a un régime d'image qui n'est pas le régime d'image on va dire habituel, ou qui a un régime d'image très codé sur le plan visuel, quoi. Et finalement le jeu vidéo, même si c'est plus large, mais il a aussi cette dimension très codée en fait, qui pour celui qui n'y connaît rien peut être un peu absconse au départ. Et je trouve que moi c'est vachement intéressant. Il faut que je le regarde ce documentaire, c'est vachement intéressant. Il y a eu pas mal de choses cette année qui ont j'ai remarqué, Jean-Baptiste, quand même que dans ton top, justement sur cette question du réel, du virtuel, ça revient, ou en tout cas de la vérité caché ou non, ça revient quand même assez régulièrement. Le film de Shyamalan, le Juré numéro 2, la zone d'intérêt, pareil, sur les non-dits, Vice Versa 2, je sais pas parce que je l'ai pas vu, mais ça peut potentiellement rentrer dans. Le film de Haynes, May December, c'est aussi ça, sur les faux semblants, la réalité, le mensonge. Oui, effectivement, mais c'est peut-être aussi une préoccupation de l'époque très contemporaine en fait. Mais alors moi j'ai une question sur Trap, parce que je l'ai vu apparaître dans un autre top. Je sais plus chez qui, chez Simon. Chez Erwan ou chez Simon. Non, chez Simon. Et alors bon, moi j'avoue que je l'ai pas vu, j'ai un peu lâché Shyamalan moi depuis The Visit en fait. Moi depuis Phénomène. Que j'avais c'est parce que vous perdez. Mais moi j'avais bien aimé la trilogie Split, j'avais pas détesté la trilogie Split et j'avais surtout bien aimé The Visit. Viens dans mon Split, on est déjà mais j'avoue que j'ai un petit peu lâché, notamment donc le film qui se passe sur la plage et puis celui-là. Parce qu'en fait, il y a des retours qui sont tellement contrastés, paradoxaux quoi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui te disent c'est vraiment super bien, et d'autres gens qui te disent c'est vraiment complètement bidon. Ce qui est le cas depuis Phénomène en fait. Et je serais curieux de savoir avant aussi, même certains de ces films, il y avait déjà ça. Le Village, il y avait aussi un certain rejet. La jeune fille de l'eau, même c'est vrai, chose. Le Village avait déjà ça un peu. Et alors, encore que le Village, Phénomène, tout le monde reconnaît quand même. La Trappe, surtout Phénomène. Parce que moi je vois l'histoire. Mais moi, c'est ça, c'est un serial killer qui se retrouve dans une sorte de spectacle pour Trappe. Du coup, j'ai eu l'occasion de le rattraper et je suis surpris en fait de le voir dans certains tops parce que autant je trouve le film ultra ludique, ultra cohérent par rapport à une thématique un peu splitienne justement sur le dédoublement, sur la question du faux semblant. Je trouve que moi je suis très content de revoir The Sharknet, que je n'ai pas lâché. Pour le coup, il est incroyable. Je l'ai pas lâché depuis The Faculty, donc qui vieillit plutôt pas mal. Moi, mais par contre, il était super dans Pearl Harbor. Je trouve que le film, je trouve qu'on est loin du top niveau Shyamalanesque. Voilà, que ça reste un film
par rapport à Incassable, par rapport à Le Village, que je tiens pour son meilleur film, peut-être, même par rapport à la trilogie splittienne. Je trouve que le film reste quand même assez mineur par rapport à ce qu'il a pondu, somme toute, assez récemment. Et comment se fait-il qu'en fait, ce film-là arrive aussi haut, alors que ça reste... C'est un exercice de style, c'est brillant, mais c'est quand même un film très bizarre parce que tu te demandes si c'est pas aussi un film marketing pour sa fille. Donc, oui, c'est ça, parce qu'il y a cette histoire-là. Voilà, donc c'est un... Est-ce que c'est un film ou est-ce que c'est un objet ? Voilà, je me pose la question. Ouais, mais du coup, Vanity Project, comme on dit. Ouais, mais du coup, c'est un film qui est difficile à cerner. Alors, c'est une qualité, mais c'est peut-être sa plus grande qualité, mais c'est également son plus gros défaut. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, déjà, je pense pas qu'il y ait de Shyamalan mineur. Ça, c'est que moi. Et si on admet que c'est un film mineur, ok, mais les films mineurs de Shyamalan sont toujours des chefs-d'œuvre. En fait, c'est ça qui est assez même fort. Cabin in the Woods, c'était très verbeux. Cabin in the Woods. Ah ouais, moi j'adore. Moi, j'avais trouvé ça très verbeux. Enfin, je l'avais fait à l'émission. J'avais pas. Knock at the Cabin. Knock at the Cabin, oui. Cabin dans les bois, c'est Drew Goddard. Oui, c'est bien avant. On l'avait fait dans l'émission il y a très longtemps. Knock at the Cabin, ouais, j'avais trouvé le film. C'est pas Drew Goddard, c'est écrit par Whedon, mais c'est Drew Goddard. C'est pas réalisé par Josh Whedon. Ah non, c'est Drew Goddard. En fait, ce que j'aime bien dans ce film-là, et comme dans tous ces films en réalité, c'est que c'est aussi un film sur son cinéma. C'est-à-dire qu'il y a le pitch de départ, le méta qui revient. La méta-réflexion. Non, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce côté, cette première lecture du film qu'on peut avoir. Et effectivement, si on se limite à cette première lecture, c'est un film mineur, c'est un petit exercice de style, comme tu le décris bien. Un petit film de genre sympathique, avec tous les défauts qu'on peut imaginer, parce qu'il est perclus de défauts, le film. C'est ça qui est génial. Oui, ça, avec apparemment aussi des problèmes de crédibilité, de cohérence interne. Totalement. Ouais, mais il y a un tel côté ludique qu'en fait, tu t'en fiches un petit peu. Exactement, c'est ça. Donc, mais c'est aussi une façon de repenser son cinéma justement d'une autre manière. Alors, en fait, moi, j'avoue que je l'ai mis haut parce que j'ai adoré le film. Et je pense j'ai adoré le film parce qu'en fait, je m'attendais vraiment à un truc très très mauvais. J'avais en fait lu des critiques avant de voir le film. Enfin, j'avais perçu des critiques, je les avais pas lues, mais j'avais vu les titres et tout. Je me disais, oui, ça sent mauvais pour Shyamalan. J'avais très très peur d'avoir justement un mauvais Shyamalan pour le coup. Et en fait, je crois que l'écart entre ce que j'avais pu lire et le visionnage a été tel que je me suis dit, mais en fait, c'est absolument génial. Tout ce qu'on reproche au film, en fait, je les vois comme des qualités, en fait. En fait, ce que j'adore, en fait, je trouve que c'est le geste qui est extraordinaire, c'est qu'il fait exactement l'inverse de ce que tout le monde fait dans la série B actuelle. Aujourd'hui, la série B, c'est quoi ? C'est de dire, on va blinder un scénario pour que ce soit le plus crédible possible, mais on va rien à foutre de la mise en scène. La mise en scène, ça compte pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ait un pitch et un concept. Voilà, pitch, ouais, Jason Blum est un spécialiste de ça. Ouais, exactement. On a un concept, on a des persos à la limite à peu près croqués, et hop, on va dérouler un scénario complètement écrit. Et c'est des trucs genre, ça va vous retourner le cerveau parce que c'est tellement bien écrit que c'est voilà. Tout le monde ne fait plus que ça. Et lui, Shyamalan l'a fait quand même pendant pas mal de temps avec ses films à twist. C'est un peu ça. Sauf que c'est pas la même chose parce qu'il y a de la mise en scène chez Shyamalan. Et justement, c'est ça qui est fort ici, c'est que le scénario, à la limite, ils s'en fichent totalement. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les situations et la manière dont il va les dépeindre et les mettre en scène. C'est complètement formaliste, mais au travers de ce formalisme, et c'est là qu'il est particulièrement génial, c'est qu'il nous parle de lui, comme toujours, en fin de compte, et il nous parle ici d'un truc très très beau, c'est sa relation à sa fille. Et effectivement, ce côté écrin, on va dire, pour le talent de chanteuse ou de musicienne, on en jugera. Moi, je trouve ça complètement nul ce qu'elle fait, mais c'est pas la question. Oui, mais par contre, la production design est incroyable. C'est une espèce de. Elle fait du R&B. Ouais, voilà. Elle fait de la pop. Elle fait de la pop. Ça prend de la bonne pop. Mais il y avait avec des très beaux costumes, avec une mise en scène qui est soignée, avec une visite dans les backstage. Enfin, c'est très cohérent. Ça reste quand même très cohérent. Et là, ce qui est cool, c'est que ce personnage, donc Josh Hartnett, qui est un tueur en série, qui en fait cherche à échapper au piège qu'on lui a tendu donc dans cette salle de concert où il y a des flics partout. Ce qui est déjà en termes de principe de base est quand même vachement bizarre. C'est-à-dire que moi, je suis policier, c'est le dernier plan que je fais, c'est pourquoi je mettrais un mec hyper méchant avec 10 000 personnes. Mais c'est pour ça que la suspension de la crédibilité ne fonctionne jamais, parce que le postulat de départ est pas crédible. Oui, donc en fait, t'acceptes ça dès le début. Tu dis, ok, ça va pas être crédible, ça va juste être des situations de palmesque. On va se marrer à trouver des trucs qui vont se juxtaposer les uns à la suite des autres, et du coup, c'est assez jouissif dans. C'est une sorte de remake de Snake Eyes, en fait. Un peu, il y a une dimension un peu comme il y a un truc sur le regard aussi. Et donc ce que je disais, c'est que ce personnage qui cherche justement à échapper à la police, pour ce faire, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va trouver des solutions qui vont à chaque fois le faire passer pour un père modèle auprès de sa fille. Et toutes les solutions qu'il trouve pour échapper à la police permettent en fait de se rapprocher de la chanteuse, ce qui est le rêve de sa fille. Et donc plus ça devient un salaud pour vraiment se servir des gens, plus sa fille est contente, et plus c'est un père idéal.
Et il y a un truc tu vois Thibaut ce qu'il faut faire, qui est vraiment jubilatoire là-dedans. Écoutez, hyper drôle en fait dans le film. Moi, je pense que c'est une comédie en fait. On a vendu comme un thriller, mais c'est une comédie. C'est un film très très drôle. Et pour le coup, Shyamalan, plus il fait n'importe quoi dans sa mise en scène, plus il fait plaisir aux spectateurs en fait, parce qu'on s'amuse avec lui. Donc c'est un plaisir coupable qui serait conscient d'être un plaisir coupable en fait, quoi. Exactement. Alors et quelle claque de mise en scène. Alors ça c'est de la pure cam pour JB. Il n'y a pas un plan où il n'y a pas une idée géniale de mise en scène. Non mais c'est incroyable, faut voir Trap, c'est formidable. Merci Jean-Baptiste. Rapidement, pas rapidement, on va passer un peu du côté du film français. Je sais, Erwan et Thibaut, vous avez beaucoup aimé ce film. L'histoire de Souleymane, qui est sorti à la rentrée dernière, réalisé par je l'ai sous le... Boris Lochkin, exactement. Donc film français sur un travailleur sans papier qui a une vie de merde parce qu'il est travailleur sans papier donc à Paris. Livreur Uber. Et on suit son quotidien. Livreur Uber, en gros, ce qui est dit comme ça pourrait ressembler à un film de Frères Dardenne ou à un film de Ken Loach, mais version rapide. Alors, Thibaut. Oui, c'est vrai que c'est un film qu'on n'avait pas chroniqué à la radio. Moi, j'ai rattrapé un petit peu sur le tard. Et au-delà de son aspect politique, voilà, sur la condition du travailleur sans papier, sur la condition de manière plus générale du livreur qui apporte à certains et certaines les plateaux repas peu copieux et froids. Je trouve que c'est un film qui parle beaucoup de la France de 2024 dans le sens où on sort, notre président l'a bien dit dans son laïus introductif, en fait on sort des Jeux Olympiques. Ce qui est important en fait, c'est qu'on sorte des Jeux Olympiques. La date de sortie de ce film-là est magistrale parce qu'en fait, on sort des Jeux Olympiques. On sort Paris. Où la France a pu rêver pendant un mois. Voilà, on sort. Quelle escroquerie. Paris, machin, Remco Evenepoel qui lève son vélo avec le dézoom et puis la Tour Eiffel. La course, c'est super. Bah oui, la course dans Montmartre, les gens et tout. Paris, la ville lumière, la plus belle ville du monde. Après le basculement sur Los Angeles qui fait carton-pâte. Enfin. Tu déconnes, les Américains, ils vont tout niquer. Bien sûr qu'ils vont tout niquer. Mais pour tu vois, une mi-temps du Super Bowl, ils claquent le PIB du Yémen. Quoi. Ouais, ils vont tout niquer, sauf si c'est la guerre civile d'ici là, ce qui n'est pas impossible. De toute façon, déjà, à partir du moment où ils auront Tom Cruise, tu ne peux pas concurrencer, c'est pas possible. Ils ont toutes les plus grandes stars du monde. Pardon, en termes d'image, en fait, on sort de là. Et qu'est-ce que nous raconte l'histoire de Souleymane ? C'est l'antithèse au possible de cette vision émiline parisianesque de la France. Ici, Amélie vraiment. Poulain, quoi. Alors, de quoi ? Amélie Poulain. Amélie Poulinesque. Amélie Poulinesque, c'est l'antithèse. Jamais tu n'auras. En fait, c'est un film qui refuse le plan large. C'est un film. Alors, tu sais que tu es quand même dans Paris, mais c'est un film qui refuse le plan large. Et ça, c'est absolument merveilleux parce que ce Paris-là, au-delà de la condition de ce jeune homme qui est chaotique, c'est que l'espace dans lequel il évolue et le Paris de 2024, c'est un Paris absolument bordélique, chaotique, où c'est la guerre dangereux où c'est la guerre à chaque instant. Et au-delà de son côté Vittorio De Sica, Ken Loach, Frères Dardenne, enfin tout, on englobe le cinéma social. Ça reste du cinéma social. Ça reste du cinéma social, mais c'est surtout un survival. Ce film est un survival. C'est hyper. Je trouve que c'est un film hyper important au final. C'est pas un film psychologisant. En fait, c'est ça qui le distingue, à mon avis, justement, d'un Dacica, même si c'est carrément un remake, c'est complètement un remake du voleur de bicyclette. Et c'est ce qui le distingue aussi de Ken Loach. En tout cas, moi, je trouve, c'est que il y a un côté, comment dire, presque plus Peter Watkins, c'est-à-dire voilà comment c'est. Voilà. Et après, tu te démerdes avec ça, quoi. C'est pas une histoire de morale, c'est une histoire de combat, c'est une histoire de lutte, vraiment, mais au sens premier du terme. Et avec cette idée, on en a parlé d'ailleurs, on en avait parlé avec les collègues du cinéma est mort, qui est moi un aspect que j'ai bien aimé dans le film, qui est le fait que toute une partie de la narration fonctionne sur l'idée que le personnage va devoir mentir. Il va falloir qu'il mente et qu'il raconte une histoire cohérente qu'il va devoir apprendre par cœur pour avoir des papiers. Et cette histoire, c'est la romantisation de l'exil, c'est la mythologie de l'exil. Qu'il va devoir incarner en fait, donc il va devoir être un acteur qui fait croire à des Français blancs qu'il est
qu'il est plus, pas forcément plus malheureux, mais qu'il est malheureux d'une certaine manière, et que c'est d'être malheureux acceptable. Et voilà, d'une manière acceptable pour la conscience en fait des autres, de la même manière que le chauffeur Uber est acceptable pour notre conscience voilà, où on se dit bah ça va, c'est bon, moi j'ai faim, j'ai besoin qu'on me livre. Moi je sais que moi je suis très très opposé au système des Uber à titre personnel. Tu disais parce que t'as un fast-food en bas de chez toi. Non, j'ai plus le droit au fast-food en plus. Mais non, mais voilà, moi je suis extrêmement moi ça me pose un vrai problème moral, et un problème qui est paradoxal, puisqu'effectivement il faut bien que c'est des gens qui doivent travailler, donc il faut bien qu'ils gagnent leur vie, et faire ça, c'est leur donner l'occasion de gagner leur vie, mais c'est aussi avoir du pouvoir sur eux, et c'est aussi avoir et c'est un film sur la domination. Il y a une scène avec des policiers qui est glaçante. Il y a une scène dans un resto avec le patron du resto qui est détestable au possible. Même la scène où il, en fait, parce que en fait, même avec ses collègues, et surtout avec celui avec qui, parce qu'en fait pour être livreur il faut une espèce de code, il faut une application, et en gros cette application, quand tu l'as pas, a fortiori quand t'as pas de papier, tu l'achètes, il y a une espèce de magouille qui se passe, et en fait c'est une domination, c'est une mafia. Il y a quasiment une mafia. Ça a l'air assez passionnant. Et le mensonge tu l'achètes en fait. Tout est organisé pour que sa personnalité soit une personnalité fabriquée en fait, et justement une identité qui n'est que virtuelle en fait. Mais par contre, sans le fait que justement ce sont des personnages qui sont justement livrés à eux-mêmes pour le coup, parce que le statut de ces livreurs, c'est justement une espèce de faux statut d'auto-entrepreneur, l'idée qu'effectivement ils sont pas protégés du tout en fait. Est-ce que ça c'est quelque chose qui est traité? Non, parce qu'on reste quand même sur un fil ultra tendu, c'est-à-dire qu'on va, voilà, comme le dit le doc, on va pas sur une psychologisation trop forte, on va pas sur un contexte pas de misérabilisme économico-politique trop fort, pas de misérabilisme, parce que ça reste quand même un film solaire. La séquence de fin, donc là où justement cette histoire, le fantasme en fait, va devoir être confronté à la réalité de Suleiman, en fait, fait que le film va être... il va basculer à un moment. Il va basculer, mais sur une histoire toute con, c'est un champ contre champ, et comment tu places ta caméra dans un champ contre champ. C'est absolument prodigieux. Comment tu fais, en fait, ça, je trouve ça hyper fort. C'est un peu une leçon fordienne. C'est en fait, qu'est-ce que tu fais avec un champ contre champ, et comment tu peux, juste avec ce dispositif ultra basique de la grammaire cinématographique, comment en fait tu peux faire vriller en fait ton récit. C'est absolument passionnant. Toute proportion gardée, moi c'est marrant. Dernier plan. Magnifique. Quand j'ai vu le film, toute proportion gardée, parce que c'est pas du tout le même sujet, mais moi j'ai retrouvé en fait une espèce d'énergie qu'il y avait dans El Reino, c'est-à-dire l'impression que les personnages sont poussés. Le film que les personnages sont tout le temps dans une espèce de mouvement perpétuel, parce que s'ils s'arrêtent, ils meurent. Furiosa reste comme ça. The Bike Riders, peut-être on en reparlera, reste comme ça. D'une certaine manière, l'idée d'un mouvement perpétuel, et que le mouvement perpétuel, c'est la survie en fait. C'est la nécessité, c'est par le mouvement qu'on arrive à survivre. Parce que dès qu'en fait, et je terminerai là-dessus, dès qu'en fait il se calme, c'est-à-dire les moments de nuit, même dans les moments de nuit en fait il y a du mouvement, des téléphones portables qui sonnent, des voisins qui disent comment ça s'est passé, tout ça machin. En fait c'est un film où il n'y a aucun repos, ça dure 1h35 je crois, c'est 1h33 même, 1h33, c'est ultra efficace. Et des trucs de hors-champ justement, de champ contre champ avec par smartphone interposé avec des gens qui sont ailleurs dans d'autres pays, sa mère, sa petite amie. Donc il y a tout un ailleurs aussi qui est le pays en fait, qui est son pays d'origine en fait, et qui revient par la porte. Enfin voilà, c'est un film impressionnant. C'est un film plus intéressant que ce qu'il n'a l'air d'être, ou là ça a l'air d'être le petit film à bonne conscience, et à mon avis c'est plus intéressant que ça. On va faire une petite pause musicale avec un morceau qui était dans un film de cette année, parce que j'aurais pu choisir plein de morceaux de 2024, mais j'ai eu la grosse flemme de choisir. Donc salut à vous. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'est évidemment les Uberiens noirs avec Salut à toi, et donc qu'on pouvait entendre dans le film de Thierry de Peretti, sorti au mois de septembre, à son image, un film qu'il est tout bien. On va continuer à donc parler de quelques films de l'année 2024 dont nous n'avons pas réellement traité dans l'émission, et donc un film d'horreur qui revient dans 3 listes, je crois, cette année, notamment la tienne, Erwan, mais aussi Simon le Jeune, qui de toute façon a vu 3 films, donc il a classé les 3 films qu'il a vus au cinéma de 2024. Il travaille lui. Exactement, voilà, il a des choses à écrire, il est en retard.
Et donc Long Legs, film d'horreur avec Nicolas Cage. De Os Perkins. Osgood Perkins. Production Blumhouse à 24 personnes. C'était à 24. Hein. C'est pas Blumhouse, je crois. Je dirais que c'est du A24. C'est à 24. Donc du Elevated Horror. Avec donc Nicolas Cage qui fait des trucs qui font peur parce que Nicolas Cage il aime bien de temps en temps faire un vrai rôle. Et faire avec Nicolas Cage avec une tête coupée par le cadre. Incroyable idée. C'est pas le rôle principal. Non, pas du tout. C'est l'actrice de It Follows. Comment s'appelle-t-elle déjà? Son nom m'échappe d'un seul coup. La petite blonde là. J'ai totalement oublié le nom. Bref, parle du film. Film qui commence comme un épisode des X-Files. Parce que c'est très Maïka Monroe, pardon. Voilà, c'est très ça se passe dans les années 90 et il y y a vraiment une vibe X-Files que moi j'ai trouvé dans le truc. Voilà, le retour de hype des années 90, on en parle de toute façon. Donc, mais qui s'arrête assez rapidement puisque un couple de flics débarque chez quelqu'un qui soupçonne d'être un serial killer et un serial killer et ça se passe très mal pour l'un des deux membres. Donc on commence là-dessus et ensuite vient se greffer. Alors, comment dire, c'est un film qui a des côtés un peu bidons, je trouve, au niveau de l'histoire, puisque ça surfe pas mal sur comment dire, ce qu'on appelle aux États-Unis, alors je sais plus comment ça s'appelle, cette veine de peur sataniste, de peur satanique, satanique panique, qui est un truc qui est des années 80-90 où en fait les médias ont créé une espèce de mythe criminel qui autour est le mythe d'enseignants qui amenaient les enfants dans les caves des écoles pour les égorger et les gamins qui qui est la base finalement mythologique de l'adrénochrome, des reptiliens, enfin complètement, qui s'est greffé. Parce que c'est faux. Oui, enfin on en reparlera après. Qui était politiquement très ancré à droite aussi. Exactement. Ce qu'on accusait, c'était évidemment les démocrates qui étaient des satanistes en fait, pédophiles. Les pédosatanistes. Donc voilà. Donc il y a cette idée-là et au milieu de tout ça, donc on a cette fille qui enquête, mais dont on sent bien qu'elle est plus ou moins stalkée par le personnage de Nicolas Cage, dont les intentions sont pas très claires et ne restent d'ailleurs pas très claires pendant une bonne partie, puisqu'il n'est pas vraiment le centre, mais il est plutôt le vecteur de quelque chose en fait. C'est plutôt une espèce d'agent viral. Et puis elle a ce côté un peu profiler aussi. Et elle a ce côté un peu profiler, où elle finit, où il y a une espèce de relation bizarre qui se crée entre les deux personnages. Et je dois avouer que au-delà de l'histoire, qui moi je trouvais pas totalement, forcément c'est pas l'histoire la plus comment dire, innovante que j'ai vue de ma vie, ça reste finalement sur des rails de films satanistes, machin, assez classique, mais par contre le rendu en fait je trouve est plutôt pas mal pour de l'Elevated Horror, parce que pour de l'Elevated Horror c'est quand même un film très sensoriel. Moi c'est vraiment ce qui m'a marqué de le voir au cinéma, c'est-à-dire que moi je me suis senti mal à l'aise tout de suite dès le premier plan, effectivement, avec la séquence d'ouverture est magistrale, avec ce Nicolas Cage dont on ne voit que le bas du visage, qui pose une question avec un cadre en 4 tiers qui coupe un peu l'image, qui restreint les choses beaucoup, alors qu'on est sur du plan large au début, puis d'un seul coup on a ce personnage là qui est cadré en plan américain et avec la tête coupée aussi, et du coup on n'arrive pas à savoir d'où il sort en fait. Il y a un truc par le cadre, on est d'accord. Il y a un côté, presque conte de fées en fait. Il y a un truc très étrange là-dedans. Et un malaise en fait, alors qui est produit aussi par la musique, par le son, qui est produit aussi par le fait que c'est un film. C'est marrant parce que là aujourd'hui j'ai eu l'occasion d'aller parler de Série Noire, et c'est marrant parce qu'ils reprennent les deux films ont un point commun, c'est-à-dire que c'est des films où il y a pas de Corneau. Le film de Corneau, c'est des films où c'est des films où il y a une ambiance étrange parce qu'il n'y a pas de figurants. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les personnages sont seuls dans ce monde, c'est-à-dire que c'est le monde réel, mais comme si le monde réel avait été vidé de tout le monde et qu'il y avait que ces personnages là qui agissaient en fait. Puis ça coûte moins cher. Donc ils se baladent. Alors ça coûte moins cher, mais c'est très efficace parce qu'en fait c'est ça le truc. Moi quand je suis sorti du film, je me suis dit il y a rien qui va en fait. Il y a rien qui va en fait dans cet univers là. Tout est tu sais pas exactement sur quoi, tu sais pas exactement mettre le doigt, mais il y a quelque chose qui va pas. C'est le monde réel, mais c'est le monde réel comme dans tes rêves en fait. C'est-à-dire comme dans tes rêves où tu te dis il y a quelque chose qui cloche. Je reconnais les lieux, je reconnais les gens, mais il y a quelque chose qui cloche
et qui est à la périphérie de ma perception. Et pour le coup, il y a un film assez bien foutu là-dessus. Il y a un usage omniprésent de la courte focale, exactement comme dans son rival sur ce plan qui est The Substance, dont on parlera peut-être un peu tout à l'heure. Sauf que là, c'est vraiment utilisé de manière hyper intelligente, justement, parce que ça renvoie à ce côté cauchemardesque de cette réalité bizarre et alternative. Ça renvoie un peu à l'entre de la folie, tu vois, ce genre de film-là. Tu comprends la manière dont ce personnage... peur. Ouais. Mais tu comprends la façon dont le personnage de Maika Monroe, en fait, elle perçoit cette réalité. Il y a un truc, t'as l'impression d'être dans sa tête, en fait, et de voir comment elle perçoit le monde. Il y a un truc qui est vraiment hyper immersif là-dedans, et le film est terrifiant aussi pour ça. Du coup, tout est inquiétant. C'est-à-dire que même quand elle est avec ses potes flics au commissariat, déjà ça commence mal. Tu dis, il pourrait se passer. Il peut se passer quelque chose en fait. T'as une espèce de crainte du fait que le monde, que la matière même du film peut se modifier sous tes yeux. C'est très curieux. Ça fait partie de ces films auxquels on repense après le visionnage. Moi, ça faisait longtemps que je n'étais pas senti mal à l'aise. Après, j'étais dans un état aussi psychologique assez particulier. Mais voilà, la dissolution. Voilà, c'est exactement les suites de la dissolution. Et j'avoue que moi, j'ai plutôt aimé le film, et avec un final finalement assez convenu. Oui, mais la fin est ratée, mais c'est pas le problème. C'est toujours raté dans le cinéma noir contemporain. Mais qui est bien quand même. Et alors par contre aussi, moi j'avais trouvé des super affiches. Des affiches où tu voyais le film, tu te dis tiens, j'ai envie de voir qu'est-ce qui se passe dans ce film. C'est le problème cette année, on a eu plein de belles affiches et les résultats n'étaient pas terribles. Là, ça marchait plutôt bien. Le film de Jacques Audiard, justement, tu dis tiens, super affiche, et puis super affiche, tu dis j'aimerais bien la voir chez moi, puis tu vois le film, tu dis non, je vais pas. Donc merci messieurs. Erwan parlait de matière mouvante, et c'est un peu le cas justement dans le film de Robert Zemeckis de cette année, qu'on avait chroniqué dans cette émission. JB nous avait envoyé une chronique parce qu'il était parti en OPEX, et toi Thibaut tu l'as rattrapé après. Donc ce film bouleversifiant de Robert Zemeckis. Un petit mot rapide. Un des grands films de vieux entre guillemets de cette année. Sur Here. En effet, c'est un film que j'ai rattrapé. C'est un film où je voyais à la vision du film, pendant que je le regardais, je voyais plein de défauts, notamment sa gestion du flashback là, quand on va dans les premiers temps américains. Et au final, il y a quelque chose qui m'a happé, au-delà, bien entendu, de ce fameux travelling. Le travelling est une affaire d'émotion. Exactement, merci. Ou l'émotion est affaire de travelling. Ouais, au-delà de ça, je trouve que c'est un film... Alors, voilà, peut-être aussi un dispositif... J'étais moi-même dans un dispositif psychologique adéquat, mais... La mélancolie qui se dégage de ce film-là, pas de la tristesse, parce qu'il ne sort pas les grands violons, bien entendu, Robert Zemeckis, mais il y a quelque chose de quasi indicible. Ce côté gris, en fait, le gris de cette famille, le gris de cette pièce, et finalement le gris qui l'amène. Le gris de l'existence. Au spectateur. Le bleu des regrets, comme disait Gérard Lenormand. Il y a des défauts, mais c'est peut-être... Est-ce que ce mouvement de caméra n'est pas le plus beau mouvement de caméra de l'année 2024 moi, peut-être. Merci. Et c'est ça que je pose la question. Parce que, est-ce qu'il y a des films que j'ai préférés intrinsèquement? Oui. Furiosa, bien entendu. The Bike Riders de Jeff Nichols. Ton chouchou. Oui, bien entendu. Que j'ai bien évidemment adoré. On a parlé de l'histoire de Suleiman, même Ferrari qui est hyper intéressant. Quoi qu'il peut y avoir des points avec Ferrari. Juré numéro 2. Et donc, du coup, Here de Robert Zemeckis. Mais moi, alors, c'est pas un souhait, mais si ce film-là est le dernier film de Robert Zemeckis, on pourra dire qu'en fait, il a clôturé sa filmographie et sa carrière d'une manière absolument... Et puis moi, il y a au-delà du rapport au temps spatial, en fait. Au-delà de l'exercice de style, il y a autre chose que de l'exercice. Pour moi, l'émotion, c'est pas un exercice de style, c'est bien plus que ça. Moi, je sais que l'émotion, elle est aussi parce que c'est un hommage. Enfin, c'est une espèce de gigantesque remerciement à Tom Hanks. Qu'on revoit jeune avec, moi je trouve, moi j'ai vraiment ressenti des trucs en fait, de revoir, même si je sais bien que c'est des effets spéciaux, mais de revoir du de-aging, et c'est la première fois que je vois du de-aging où je ressens quelque chose. Ça marche très très bien. Robin Wright Penn et le couple qui forment tous les deux. Ils vont jouer ensemble dans Forrest Gump. Ouais, mais on se rend pas compte finalement de la puissance que ça. Forrest Gump, tout le monde l'a vu. C'est un film culte. On aime ou on n'aime pas. On peut avoir des réserves ou pas. Rien. C'est pas mon préféré. C'est pas mon préféré de Zemeckis, mais c'est quand même un film. Moi, c'est un grand film de mon adolescence. C'est un film que j'ai adoré. J'ai eu des réserves. C'est un film en fait que je t'aime moi non plus. Des fois je l'aime, des fois je l'aime pas. Enfin bon, bref. Mais la puissance de ce couple.
Et c'est un couple éternel dans l'histoire du cinéma américain, aussi, même plus que l'histoire du cinéma américain contemporain. Tom Hanks et Robin Wright sont pour l'éternité le couple de Forrest Gump et sont maintenant pour l'éternité le couple de Here. C'est parce que c'est un contrepoint aussi. C'est pas le couple qu'on pouvait attendre. Au vu de ce que le film promettait, on ramène ensemble l'équipe de Forrest Gump. On pouvait s'attendre effectivement à une vision, voilà, avec Eric Ross, etc. On aurait pu se dire que ça allait être un peu la même conception du couple, mais en fait pas du tout. Il y a un truc qui est vraiment touchant là-dedans aussi, c'est le contrepoint, en fait, la façon dont il pense un hommage à son propre cinéma, mais en le renversant complètement, et justement le fait d'avoir cette vue fixe qui va complètement à l'inverse de tout ce que Zemeckis a fait jusqu'à présent, qui adore les travelling, etc. Qui adore faire virevolter sa caméra, les plans de caméra impossibles, le cinéma virtuel, même quand c'était en physique, c'est toujours des plans qu'il a essayé de faire, de dépasser la physicalité de la caméra. Et c'est le fait qu'il refuse tellement les figures imposées de son cinéma que quand on les retrouve, c'est là qu'elles deviennent absolument bouleversantes, en fait. Quand le couple a ces moments de complicité, ces moments où vraiment on sent l'amour profond qu'ils se portent malgré les difficultés, malgré ce que la société a imposé à leur couple. La figure du père, voilà. Qui est interprété par Paul Bettany. Paul Bettany, qui moi je trouve. Et les deux parents sont super, parce qu'on voit aussi cette génération de gens qui n'arrivaient pas à se parler, qui ont loupé quelque chose, et en même temps, c'est pas des mauvaises personnes. Et moi, je trouve qu'il y a un truc sur le vieillissement, il y a un truc sur. Moi, j'ai trouvé ça hyper touchant. Alors, par contre, c'est le film de quelqu'un, effectivement, qui lui-même est confronté à ce vieillissement. Je pense que tu as 20 ans, tu n'en as rien à branler de ce que raconte Zemeckis dans je suis pas sûr. Mais ça reste un très beau plan. Enfin, c'est pas un plan, c'est un très beau mouvement de caméra final. Comme dans Megalopolis de Coppola. Alors, pareil, on peut dire ce qu'on veut du film, mais le plan final est quand même un plan bouleversant. J'aime bien ça. Je trouve ça un joli plan. À ce niveau-là. Donc, le plan final, bien entendu, de Juré numéro 2 de Clint Eastwood. Alors, on n'est plus dans l'intime, on n'est plus dans le familial, on n'est plus dans le perso, mais là, on est clairement. On parle des États-Unis, donc de la justice américaine. Donc là, Ferrari, c'est pareil. Le plan Ferrari, c'est la même chose. Qui a un plan absolument bouleversant. Mais autant dans Ferrari, moi, je trouve qu'il y a un côté positif. Il y a un côté. Chez Coppola aussi. Chez Coppola aussi. Chez Zemeckis, il y a un passage de relais. Il y a un passage de relais. Voilà, il y a une transmission. Non, mais chez Zemeckis, il n'y a pas de transmission. C'est ça en fait. Il n'y a pas de transmission. Qui est pas plombant, mais qui rend le truc encore plus triste. Ouais, mais il y a la permanence. Mélancolique. Pour moi, il y a une notion de permanence. C'est-à-dire que c'est les sentiments qui entrent ces deux personnages-là, quelque part, malgré tout. C'est l'éternité. Ils survivent et ils survivront pour l'éternité, c'est-à-dire qu'ils sont aussi éternels que le lieu en fait qu'on filme. Et j'ai trouvé, moi je trouve que c'est vraiment un film. Enfin moi j'étais hyper touché par la fin. JB pour finir. Sur Here. Ah pardon. Du coup j'ai loupé. En fait t'as l'impression que c'est un petit film et ça se termine par un chef-d'œuvre. En fait, et au final, le film reste ça commence quand même comme un chef-d'œuvre. Ça commence comme un chef-d'œuvre. Il y a un côté presque absolument énorme. Non, mais il y a un côté presque 2001 Odyssée de l'espace. C'est ça, il y a un côté presque fort là-dessus. De cosmogonique, en fait, qui fait que c'est vachement intéressant. Merci messieurs. Alors dans un tout autre genre, Jean-Baptiste, mon cher, tu m'as surpris en mettant 2 films de la belle province du Québec. Donc petite vague, là, une petite Les vaguelette. Chambres rouges de Monsieur Plante et Vampire Humaniste cherche suicidaire consentant de Louis XVI. Ariane Louis XVI. J'adore ce nom, c'est génial. Rien que pour son nom, je voulais mettre ce film. Louis XVI. Louis Croix battant. Je commencerai par Vampire Humaniste cherche suicidaire consentant parce que c'est le plus mineur des deux, mais c'est quand même un film excessivement charmant sur l'histoire d'une famille de vampires dont la fille, on va lui fêter son anniversaire, on va faire venir un clown pour son anniversaire. En fait, elle va s'enticher de ce clown, elle va le trouver incroyable, et en fait, elle se rend pas compte que ses parents vont lui donner à manger, en fait. Et elle fait un trauma suite à ça, et ses dents ne poussent pas. Et donc tout le principe du film, c'est que c'est un vampire qui doit boire du plasma, qui n'a pas fait sa mue, et qui va un jour, à l'adolescence, tomber sur un jeune homme qui est suicidaire. Et elle va sentir chez lui, en fait, la façon de manifester l'attirance qu'elle a pour lui, c'est que ses dents vont pousser. Et il y a toute cette relation entre les deux qui va se tisser. Exactement. Mais je connais les métaphores du cinéma. C'est plus fin que ça, parce qu'au début, je me dis, si ça se limite à ça, c'est un peu. Voilà. Mais en fait, ça va plus loin. Il y a vraiment un truc qui se dessine entre ces deux personnages qui sont très bien écrits. Et c'est un de ces rares films où, quand il se termine, après la dernière image, tu as envie de continuer à suivre ces personnages-là. Il y a un truc qui fonctionne bien dans leur couple. Il y a une alchimie que j'ai trouvé rare. Et alors, il y a des défauts, hein. Il y a une photo notamment qui est un peu congiesque, un peu matu vu. Il y a un côté Genet et Caro qui peut être un petit peu agaçant. Un peu maniériste, quoi. Un peu maniériste dans les cadres très plein centre, etc. Sépia. Un peu sépia. Il y a un truc qui peut être un peu énervant. Et il y a des trucs d'écriture. Des fois, il y a des séquences, on sent qu'elle construit un truc et puis elle va pas au bout. C'est dommage. On dit, une séquence dans un bowling notamment qui s'annonce assez dantesque et en fait, elle en fait rien. C'est dommage. Il y a plein de petits défauts. C'est un premier film. Tu veux dire que c'est moins bien que The Substance ?
C'est 1 milliard de fois mieux que The System. Attendez. Il y a un côté extrêmement touchant là-dedans. Voilà, moi, c'est un film qui m'a touché. Donc, Les Chambres Rouges, qui est plutôt un thriller. Ouais. Film d'horreur, hein. On peut dire vraiment que c'est un film d'horreur. C'est un film très étonnant. Alors là, moi, je m'attendais vraiment à rien du tout. C'est un film de procès. Ouais, c'est ça. Ça commence comme un film à procès, en fait, avec 2 jeunes filles qui assistent à un procès d'un serial killer, en tout cas qui est accusé d'être serial killer. Ses exploits pour que les gens... pour les vendre en fait sur Internet, qui s'appelle Les Chambres Rouges. Et on comprend peu à peu qu'une des filles qui assiste au procès a visiblement des vices un peu chelous chez elle. Exactement, elle est très bizarre et on le comprend progressivement. C'est un personnage qui est assez insondable. Il y a une mise en scène un peu distante et en fait progressivement on comprend que la mise en scène elle est tout entière dédiée à adopter le point de vue d'un personnage qu'on ne peut pas sonder. Il y a un paradoxe là-dedans que j'ai rarement vu au cinéma, ce qui fait que tu es complètement pris dans un récit dont tu ne comprends pas complètement tous les tenants et aboutissants, et à la fois tu es dans une angoisse constante sans savoir exactement pourquoi tu es angoissé. Mais c'est pire que l'anglaise, hein. Il y a vraiment un côté hyper angoissant qui se culmine. Ça culmine dans la fin, dans les dernières 20-25 minutes du film, sont absolument terrifiantes. J'étais crispé, c'est vraiment des plans, mais avec un sound design absolument fabuleux. Il y a quand même une idée de mise en scène qui m'a fait adopter, qui me dire que... Pardon ? Robert Plant. Pascal Plante. Robert Plante, le chanteur de Led Zepp. Plante comme une plante. Okay. Et non, je parlerai juste quand même de ce plan situé au début du film qui me fait dire tout de suite, ok, ça c'est un cinéaste à suivre. Il y a un plan séquence, je crois, de 6-7 minutes dans le tribunal avec une caméra qui tourne dans le tribunal et qui adopte successivement 3 points de vue différents. Il n'y a pas de cut, mais juste par les placements de la caméra, tu comprends que tu as 3 personnages et tu es dans leur point de vue à chacun. C'est hallucinant. Vraiment, c'est très très fort. Hein. Donc Les Chambres Rouges de Pascal Plante. Ça m'intrigue énormément. C'est mortel. Vraiment, grosse claque. Le film est en VOD sur les internets. Oui, je pense que j'arriverai à trouver ça. Et donc, pour conclure, alors moi, j'ai parlé de quand même 1 ou 2 films que j'aime bien. La plupart, on en a parlé dans cette émission, mais notamment les films des cinémas indiens, on n'en a pas parlé. Il y a eu plein de bonnes choses cette année. Je ne désespère pas qu'on en parle dans cette émission. Il y a Ryan, le film de Dhanush. Donc j'espère, on va reparler. Plein de défauts, mais alors tellement plein de qualités. Ah ouais, moi, tu l'as vu, j'ai toujours pas regardé. Oui, je l'ai vu. Alors, c'est ultra généreux, les bastons, putain. C'est super. Les coups de claquettes dans la c'est le film avec les bastons à coups de claquettes, c'est ça. Dans la majorité des films indiens, ils adorent se battre en faisant des coups de claquettes. Peut-être qu'on en reparlera. Mais c'est formidable. Ah, c'est cool. Moi, je suis partant pour faire du film indien, moi. Parce que moi, j'y connais pas grand-chose, donc je suis. Ah, c'est cool. Et donc hier, quand même, j'ai enfin rattrapé parce qu'il est sorti en toute fin d'année le plus gros succès du cinéma indien de l'année, Pushpa 2. Putain, alors déjà... c'est lui où il y a les chansons qu'on a entendues. Push pas, là. Alors, le premier avait vaguement une ligne narrative que tu pouvais suivre sur un mec qui montait dans les rangs de la paix et un flic voulait les capturer, machin et tout. Assez classique, un peu excessif, mais plutôt cool. Putain, le deuxième. Alors, 2 ans de tournage, visiblement improvisé au jour le jour avec la quarantaine de cascadeurs. C'est-à-dire que j'ai jamais vu un film prendre autant de temps pour raconter aussi peu de choses et en le faisant de manière aussi frénétique. Est-ce que c'est bien ? C'est formidable. J'ai pris un pied pas possible. Ouais. C'est un film de kéké 10 000. C'est une baston de cabotinage entre les 2 persos principaux, notamment le flic qui est joué par Fafa. Putain, tout le monde en fait des caisses, tout le monde est à 11 en fait. C'est un film à 11. C'est plus que 11 là. Genre l'ampli, il est explosé. J'en parlais avec notre camarade Mévin. Tu dis, à la fin, tu sais pas vraiment si c'est un bon film, mais qu'est-ce que c'est cool, quoi. J'ai vraiment pris un plaisir incroyable. Ça dure 3h15 et tu regardes ça avec un plaisir. Putain, c'est la féerie des chemises. C'est-à-dire que genre est-ce qu'il y a des moustaches? Il y a des moustaches à tirer l'arigot, il y a des barbes magnifiques et clairement en fait il s'est dit tiens, il a vu les films de Robert Eggers et les films de Villeneuve, il a dit je vais faire tout l'inverse, je vais mettre des couleurs dans le moindre coin du cadre, ça va faire péter partout. Ça n'a ni queue ni tête. Au début du film on te présente genre un grand méchant japonais et tout, une super baston sur les docks. On n'entendra plus jamais parler d'eux. Après, pendant tout le film, ils parlent de chinois et pas de japonais. J'ai pris énormément de plaisir. Ils sont aussi géographes que nous. Ah, exactement. Push pas le, c'était formidable. Donc, à la fin, je vais quand même un peu de fiel. On a déjà dit ici beaucoup de mal de The Substance de Coralie Farja. Mais avant de redire du mal dessus, moi j'ai envie de dire beaucoup de mal de Challengers de Luca Guadagnino, le réalisateur du remake de Suspiria, de Come By Your Name et d'une adaptation de William Burroughs l'année prochaine de Queer. Avec Zendaya, c'est ça, avec Zendali. Alors c'est pas que j'ai pas aimé le film, c'est que j'ai été profondément ulcéré de voir un tel paquet de monstruosités, mauvaise vulgarité droitard. Déjà un truc sur le monde du tennis. Il y a quand même
tout est parti pour que ça soit dégueulasse. La mise en scène est justement, m'as-tu vu, d'un clinquant, mais genre de nouveaux riches, de gosses de merde, avec que des persos qui sont détestables, et lui tu vois qu'il aime ces personnages qui sont que des immenses merdes, arrivistes et prétentieuses. Tout le long, il les magnifie jusqu'à la fin dans un combat, mais putain, on dirait du Torque, quoi. Mais Torque avec une balle de tennis, quoi. Donc il vaut mieux regarder, comment il s'appelle ce film avec Shia LaBeouf, ignoble. Ce film avec Shia LaBeouf. Où il joue Björn Borg versus McEnroe. Qui est pas mal. Que moi qui n'y connais rien au tennis, et trouvé pas si mal. Ouais. Alors c'est clairement moins pire que ça, parce que ça, il y a pas. C'est vilain, là. Il y a plein de films que j'ai trouvé quand même globalement merdiques cette année, mais celui-là, mais je m'en branlais un peu, quoi, tu vois. Ça, par contre, ça m'a énervé. Ça m'a vraiment énervé, quoi. C'est détestable. The Substance, Jean-Baptiste, à 2 minutes. Ouais, non, mais si vous avez déjà parlé du film, disons à quel point c'est prétentieux. Je sais que... En fait, tout ce que tu as dit sur Challengers, vous pouvez l'appliquer à The Substance. Hein, moi, à part que pas globalement de grief immense contre le film de Farja, à part que ça m'intéresse pas. Bah, je veux dire, à partir du moment où, dès le début, elle te cite texto du Shining en mode « Regardez comme je suis une nouvelle Kubrick ». Et du Jean-Marie Poiré avec les courses vocales. Elle te pourrit du Kubrick avec... Alors, même si j'aime beaucoup... Jean-Marie Poiré, oui, mais moi aussi. Dennis Quaid, j'étais très content de le revoir, mais là, comme il est quand même rendu absolument dégueulasse par cette courte focale là quand il est dans les toilettes, je dis c'est quand même une façon de vomir sur Kubrick tout en se réclamant de lui, un truc voilà déjà et puis à la fin d'arriver quand même à dire que ses références pêle-mêle c'est Kubrick et c'est Aronofsky en les mettant sur un pied d'égalité parce qu'elle les cite coup sur coup. T'as là normalement en fait tu connais rien au cinéma, c'est vraiment Aronofsky si Noé c'est cool. Ah, non ça faut arrêter avec rigolo. Non mais voilà, et ce qui est vraiment insupportable je trouve c'est le discours en fait du film qui se prétend extrêmement malin et progressiste, alors qu'en fin de compte, c'est quand même un film qui se complaît dans la vulgarité qu'il est censé dénoncer. C'est quand même un film où pendant 10 minutes sur 2h30, elle va filmer le cul de son actrice principale. Mais pas Verhoeven qui veut. Voilà, il y a un côté vraiment assez insupportable là-dedans. C'est le cul de la doublure de son actrice principale. En plus, ouais, peu importe. Elle aime bien le cul de la doublure de son actrice. Il y a un truc vraiment qui je trouve absolument dérangeant là-dedans. C'est pas possible d'autant dénoncer quelque chose pour finalement se vautrer dedans. Voilà. Et puis de dénoncer le male gaze et finalement finir par en faire. Elle en fait complètement. C'est totalement du male gaze. Et puis quand même la fin, qui est le truc le moins écrit. Tu veux dire que les femmes n'ont pas le droit de faire le male gaze? Qu'est-ce que c'est que cette elles ont tout à fait le droit, c'est juste que moi ça m'insupporte. Bon bref, peu importe. La fin quand même, c'est le truc le plus Z que j'ai jamais vu de ma vie, je crois, cette séquence dans la salle de spectacle. C'est absolument hallucinant, c'est à croire qu'ils étaient tous sur le plateau en disant mais en fait qu'est-ce qu'on tourne? On sait pas, on fout du sang partout et voilà. Bref. Voilà, merci Jean-Baptiste. On n'a pas parlé évidemment du meilleur film de l'année, qui revient dans tous les tops, Furiosa, Mad Max Saga, mais c'est toujours aussi formidable, c'est formidable. Merci beaucoup messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup Margot, la mise en son de cette émission. On espère que 2025 ça va être top, ça va être super, ça va être bat. Il y aura plein que des films trop cool et tout le monde va être gentil. Voilà. On en parlera la semaine prochaine avec Robert Eggers. On va s'arrêter là. Merci beaucoup messieurs, merci Margot. Prochaine émission, prochaine édition. Ah ciao, bonsoir. Salut.